Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 13h08, l'heure d'accueillir mon invité du jour, Roland Carroll, chercheur en sciences politiques, ex-enseignant à Sciences Po, patron d'institut de sondage. Il a suivi les mouvements de l'opinion de ces dernières décennies. Il a côtoyé la majorité des présidents de la Ve République, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron et même avant. Roland Carroll nous amène avec lui aujourd'hui dans son voyage au cœur de la Ve République. C'est le titre de son dernier ouvrage publié chez Calment-Lévy. Bonjour Roland Carroll. Bonjour. On est ravis de vous accueillir en direct sur Sud Radio. Alors vous avez tenu, vous, à débuter ce dernier livre en évoquant votre enfance au Maroc. De quelle manière elle vous a façonné ? L'enfance, c'est toujours marquant et sans doute ça l'était particulièrement pour un jeune garçon comme moi dans un pays comme le Maroc de l'époque. Bon, le Maroc, il n'a jamais cessé d'être un beau pays avec des gens accueillants, et ça, tout le monde peut continuer à le voir. Mais il y avait une particularité de cette période, c'était une ouverture incroyable à la tolérance. Voilà, c'était un pays dans lequel se côtoyaient des communautés extrêmement diverses. Et on était à l'école, au lycée, avec des musulmans, des juifs, des Européens d'origine. Et tout ça, on savait ce que chacun était. Bien sûr. On profitait des fêtes pour aller manger la cuisine des autres dans leur famille. Mais tout ça se faisait dans une bonne humeur et un sentiment d'égalité tout à fait profond dans un pays où pourtant se posaient des problèmes politiques majeurs, puisque le pays était en même temps en lutte pour son indépendance. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et surtout qui fait écho avec l'actualité. Aujourd'hui, vous avez assisté évidemment à ces changements de société. Bien sûr. J'ai assisté à ces changements à la fois au Maroc et chez nous. Le fait que les choses se sont aigries, qu'il est plus difficile d'accepter le débat, quel qu'il soit. Et voilà, c'est clair qu'on vit dans une période différente. Me faites pas dire que je regrette. Je ne veux pas jouer ceux qui, en permanence, disent c'était mieux avant. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés aujourd'hui à faire vivre le débat démocratique. Nous avions moins de difficultés sur ce plan-là à l'époque. Alors, il y a vos années de formation à Sciences Po, à la faculté de droit de Paris, au sein du club Jean Moulin, puis une vie militante, puis de chercheur et enfin de sondeur. Vous avez plusieurs vies, Roland Carroll. De quoi êtes-vous finalement le plus fier ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ma constante, c'est que je suis d'abord un chercheur. Je suis quelqu'un qui, bien sûr, s'intéresse à la politique, mais s'intéresse à la science politique. J'essaye d'étudier la politique comme un objet de science. Je le dis dans mon bouquin, de temps en temps on me dit « mais vous n'êtes pas tenté de faire plutôt de la politique vous-même ?» Et je dis « non, vous ne demanderiez pas à un spécialiste de zoologie s'il a envie de devenir un animal. Non, mes animaux, ce sont les politiques. Ça m'intéresse de les étudier, d'étudier les phénomènes politiques. Pour autant, j'ai pas envie de les remplacer. Ma constante, c'est d'être d'abord à Sciences Po, dans les instituts de sondage, ailleurs, quelqu'un qui obstinément essaye de faire que la science politique soit une véritable science. Alors Roland Carroll, évidemment, votre ouvrage est truffé de plein d'anecdotes croustillantes. On va forcément en relever quelques-unes ici. Par exemple, vous avez appris sa défaite à Valéry Giscard d'Estaing et sa victoire, la même année évidemment, à François Mitterrand. Quelles ont été leurs réactions respectives ? C'était donc en 1981. On faisait des sondages pour les différents candidats et comme là, le sondage à faire entre les deux tours de l'élection, c'était forcément le même pour les deux candidats qui restaient en liste. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chaîne d'info. On avait donc décidé d'essayer de le vendre en leur disant à chacun qu'on vendait le même sondage, qui se partageait les frais du sondage. Ils ont accepté. J'ai appelé le vendredi, en fin d'après-midi, Valéry Giscard d'Estaing, le vendredi précédent le dimanche où on votait, et je lui dis avec tous les égards dus à son rang, je suis un peu désolé, monsieur le président de la République, mais voilà, on vous trouve pas gagnant, quoi. Et il me dit, écoutez, ça m'étonne pas ce que vous me dites, et j'ai tout à fait confiance dans le professionnalisme de votre travail, mais vous allez voir,
tout le monde me dit qu'il y a en ce moment un mouvement qui est en train de se produire dans le pays, un mouvement de retournement, et je vous fiche mon billet, me dit-il, je vous fiche mon billet que je serai élu dimanche. Ah ben zut alors. Eh ben zut, il a eu faux, et malheureusement pour lui... Qui apparemment est resté impassible, il a gardé l'information pour lui. Il était convenu que, alors là, une fois qu'on aurait les premiers résultats sortis de nos ordinateurs le jour de l'élection, on le préviendrait. Je l'ai donc appelé à l'hôtel du Vieux Morvan, où il avait ses habitudes dans la Nièvre. Et je l'appelle, il me prend, comme c'était convenu tout de suite. Je lui dis, Monsieur le Président, vous êtes élu. Et il me dit, mais vous êtes sûr ? Je lui dis, écoutez, oui, si je vous appelle, c'est que l'estimation s'est maintenant stabilisée. Il était 18h26. Les ordinateurs l'ont noté. 18h26, donc très tôt, dans la soirée électorale qui s'annonce. Et je lui dis, normalement, ça ne bougera plus. Et il me pose cette question, tout à fait étrange, je trouve. Il me dit, est-ce que je suis forcé de le dire aux gens qui sont autour de moi ? Je lui dis, non, Monsieur le Président, moi je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Et donc j'ai appris en effet que pendant une bonne demi-heure, il n'avait rien dit aux gens autour de lui, jouissant probablement de cette situation où lui savait et où les autres ne savaient pas. Et puis il y a eu Jacques Chirac à Roland-Carroll, le plus sympathique, vous dites, et le plus grand serreur de main. Ah, extraordinaire. Très difficile d'échapper à la poignée de main énergique. Vous avez fait un petit jeu là-dessus, d'ailleurs. Oui, on faisait un petit jeu avec quelques-uns. Avec quelques amis politologues ou journalistes. On voyait le président de temps en temps dans des cérémonies, des occasions diverses. Donc, souvent, on était à 20, 30 avec le président de la République et on jouait à essayer de ne pas avoir à serrer la main du président de la République. Donc, vous planquiez derrière les gens. Et voilà, on bougeait en essayant de ne pas se faire voir. Et on perdait, parce qu'il arrivait toujours le moment où on pensait qu'on avait gagné, on avait réussi à échapper à la poignée de main, il vous agrippait par derrière, au moment où vous n'y attendiez plus, il vous retournait, « Ah, cher ami, vous êtes là vous aussi !» Et voilà, on avait eu la poignée de main, formidable en poignée de main. Alors un autre, vous faisiez vous l'employez vous-même, je crois, le mot palpouille, c'est ça, de François Mitterrand, le jour de François Hollande, pardon, le jour de son élection. François Hollande qui apparemment était assez sûr de son destin de candidat, déjà dans un premier temps, y compris avant la fameuse affaire Strauss-Kahn. Absolument, puisque alors même qu'on est loin d'imaginer l'affaire Strauss-Kahn, et alors que donc Strauss-Kahn plane au-dessus des sondages comme le super favori de la présidentielle, Hollande me dit non, mais moi je vais le battre. C'est dingue. Battre, ah bon, comment ça se fait Et il me dit oui, ce type, par exemple, ce type déteste les femmes et elles vont le sentir. Elles ne voteront jamais pour un type pareil. Bref, il a eu une espèce de pari sur l'avenir, de sûreté de lui-même et de certitude que Strauss-Kahn ne pouvait pas gagner cette élection. Alors François Hollande qui veut vous présenter manifestement à un moment donné Emmanuel Macron, alors je crois encore ministre de l'économie, il vous dit... Même pas, non, il est à l'Élysée à l'époque, il est conseiller à l'Élysée. Alors il vous dit, tu vas l'aimer, c'est l'homme le plus intelligent que je connaisse et tu vas voir, il est déjanté. Oui, c'est ça, ça m'a tout à fait étonné parce que d'abord qu'un homme politique reconnaisse qu'un autre homme politique est extrêmement intelligent, c'est rare. Hein. Le plus intelligent. Et là, il dit le plus intelligent. Et il ajoute, et tu vas voir, il va te plaire, parce qu'il est déjanté. Et ce qui est au fond... Quand on regarde Macron, c'est pas complètement absurde. C'est vrai que personne conteste son intelligence. Et c'est vrai que déjanté, on dit déjanté d'un cycliste qui roule un peu là sur la roue à côté de son vélo, quoi. Et on voit bien que c'est un petit peu la tentation permanente de Macron, de pas respecter exactement la règle du jeu, de faire du en même temps. Là où on bref, voilà. Et vous le voyez directement, vous, président, très vite. Et oui, très vite. Du coup, j'ai pris rendez-vous et en effet, j'ai été à la fois convaincu par son intelligence, tout le monde l'est, et sans doute ça m'a guidé un petit peu dans la compréhension de mon Macron que de comprendre ce que Hollande m'en avait dit. Bon, mais et vous avez su tout de suite, vous l'avez senti, vous l'avez, je crois, entendu après les attentats de 2015, vous avez dit il va être président de la République. Oui, je me suis dit, évidemment, déjà, il avait fait circuler la rumeur de son intérêt pour l'élection présidentielle. C'était en novembre 2015, l'élection sera en 2017. La plupart n'y croient pas. La plupart se disent, bon, c'est un coup d'essai pour marquer le coup. Il est évident qu'il risque pas d'être élu.
il vient parler à cet endroit où je suis, au Conseil économique et social, et parler au lendemain même des attentats de Paris, et je l'entends briller de mille feux devant une assemblée qui lui est tout à coup acquise. Il parlait dans un silence profond et extrêmement attentif, un discours sociétal, pas du tout un discours de technocrate comme on m'avait annoncé. Et donc je me suis dit, tiens, celui-là, il va vraiment être candidat, et à mon avis, un jour, peut-être cette fois-ci, ça va marcher. Donc sur ce coup-là, vous vous êtes pas trompé. Il y a eu heureusement qu'il y a des coups où on se trompe pas. Oui, parfois il y a eu quand même des erreurs de sondeurs. Hein. Alors, c'est pas vous, Roland Carroll, personnellement, mais quand même il y a eu quelques erreurs historiques. Hein. On s'en souvient, Balladur. Vous considérez quoi? Enfin, c'est quoi votre plus grande erreur d'appréciation en tant que sondeur? Écoutez, d'abord il y a des choses qui passent pour des erreurs qui n'en sont pas. Balladur, que vous avez mentionné, il n'y a jamais eu d'erreur. Les sondeurs ont montré à quel point il a été en tête des sondages et comment il a perdu. Et les sondages nous ont même expliqué à l'époque que ceux auprès desquels il avait perdu, c'était pas ceux qui hésitaient avant entre Chirac et Balladur, c'était ceux qui étaient sûrs de voter pour Chirac. C'était les plus... Au fond, les plus politiques, ceux qui étaient le plus acquis à Chirac, qui ont changé pour Balladur. Donc, de temps en temps, les sondeurs, non seulement se sont pas trompés, mais ont mesuré des choses compliquées à mesurer. Évidemment, la grande erreur de la période, j'en parle dans le bouquin pour expliquer comment et pourquoi ça arrive, c'est Le Pen en 2002. C'est l'idée que Jospin ne sera pas là, la gauche éliminée du second tour. Ça... Je sais bien qu'on dit toujours que les sondages ne prévoient pas, hein, c'est une simple photo de l'opinion à un moment donné, mais là on peut dire que les sondages n'avaient pas laissé prévoir l'arrivée de Le Pen au second tour. Alors dans votre livre, vous dites « J'ai parfois le sentiment de parler ou d'écrire dans le désert ». Vous vous défendez d'ailleurs face aux accusations envers les politologues de ne pas avoir vu les crises. Hein. Vous dites « J'ai quand même été un bon lanceur d'alerte en substance ». Mais vous dites aussi que nul ne sait prévoir les mouvements sociaux, ni quelle sera l'étincelle qui les déclenchera. Est-ce que vous aviez eu ce sentiment de voir arriver les émeutes récentes? Écoutez, je crois que les choses sur lesquelles on a été le plus aigu en matière d'analyse sociétale chez les sondeurs et chez un certain nombre de sociologues, c'est en effet ce qui s'est passé dans les banlieues. Je pense que... Moi, j'avais fait un livre qui s'appelait « Les raisons de la colère » et je n'ai pas arrêté depuis d'écrire sur cette thématique. Nous savions pourquoi. Il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Ça va péter » dans le bouquin en question, où les Français savaient parfaitement que ça allait, comme ils disaient, péter. Et on leur disait « Mais pourquoi ?» Et ils répondaient « Parce que ça peut pas durer comme ça. » Et on a bien vu ce qui se passait en France, on a bien vu ce qui pouvait se passer de bien plus grave en France. Je dirais, nous continuons à le mesurer. Aujourd'hui, l'affaire n'a pas été soldée par les émeutes il y a quelques semaines. Ce qui est vrai, c'est que les politiques ont du mal à accepter ce genre d'alerte. Ils ont le sentiment que eux, ils font ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, c'est pas le problème. Mais ils ont le sentiment qu'ils sont à l'écart de ce type de critique, que c'était valable pour les prédécesseurs, mais que eux, ils sont en train de régler le problème. Or, c'est au moment où les problèmes apparaissent comme réellement non tenus, les promesses non tenues, c'est un des problèmes principaux du malentendu avec les politiques. Et là-dessus, ça les empêche complètement de croire aux situations telles que nous les analysons. Et pourtant, là, je crois qu'on a plus souvent raison que les politiques. Ces promesses non tenues, les émeutes aussi, semblent bénéficier à un parti, selon, en tout cas, les sondages, hein, celui de Marine Le Pen, et à Marine Le Pen particulièrement. Vous avez toujours évoqué le plafond de verre du FN, puis du RN, mais à la fin de votre ouvrage, vous dites, en 2027, eh bien, ce sera peut-être différent. Vous pensez toujours que la droite républicaine s'alliera avec la droite radicale, comme c'est le cas dans d'autres pays européens? Je n'en sais rien, mais c'est devenu une possibilité. Nous avons vécu tout de même ces 20 ou 30 dernières années dans la certitude que non.
la droite française ne risquait pas de faire ce qu'ont fait les Suédois, les Italiens, les Finlandais, c'est-à-dire accepter finalement ce fameux pacte avec le diable et cette union des droites ou de la droite avec... sanitaire. Oui. Voilà, et je crois que ça n'est plus impossible. Je crois que le mode de gestion qu'a par exemple aujourd'hui M. Ciotti à la tête des Républicains éclaire un petit peu cette possibilité qu'ils rejettent. Mais enfin, on voit bien que sur la thématique, ils se sont beaucoup rapprochés. Donc voilà, je crois toujours pas qu'il y ait un boulevard pour Marine Le Pen, comme certains l'écrivent. Ça va être très compliqué pour elle, et on a encore des sondages récents, dont un pour Sud Radio et le journal du dimanche, qui avait montré combien le personnage et le parti restaient encore sulfureux pour beaucoup de Français, et combien ça leur paraissait difficile de le mettre au pouvoir. Reste que le champ s'est éclairci pour elle, non pas tellement parce qu'elle aurait ce boulevard direct de conquête, mais parce que la droite républicaine française se laisse de plus en plus séduire par cette possibilité. Mais c'est aussi peut-être une demande de l'opinion. Aujourd'hui, vous constatez, j'imagine dans tous vos sondages, que la France se droitise clairement, et cet épisode des émeutes n'a pas... La France est d'une façon générale les pays démocratiques occidentaux. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans toute l'Europe. Il y a une demande très forte d'autorité, d'ordre, de respect plus grand des institutions qui réclament eux-mêmes plus d'ordre et d'autorité. Voilà, je ne peux que la constater. Je n'ai pas. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui aussi répond ordre. Absolument, l'ordre 3 fois. Ma conviction est qu'il faut faire attention à tout cela. Que si on ne répond aux demandes d'ordre que par l'ordre, le risque est grand pour une société de donner l'impression qu'elle ne répond pas à la totalité des questions qui lui sont posées. Donc ce serait ma seule alerte pour les politiques. L'ordre, très bien, vous ne résoudrez pas tout par l'ordre. Il y a aussi d'autres demandes, et elles sont probablement complémentaires. Merci beaucoup Roland Carroll. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Son voyage au cœur de la 5e République. Enfin, votre voyage, mon voyage, c'est ça le vrai titre. Chez Calment Lévy. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est Jacques Pessis qui poursuit sur Sud Radio. Merci.